avec des valeurs qui sont des valeurs d'éthique, que nous allons être efficaces. Parce qu'en définitive, il faut de l'expertise, il faut des hommes. Et ce sont les hommes qui vont pouvoir nous conduire là où les autorités du Sénégal, veulent nous amener, c'est-à-dire vers une croissance développante. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts et domaines est dans une tendance excédentaire des objectifs réalisés par des agents engagés, maîtres du dispositif financier et foncier. L'année dernière, on a réalisé globalement 830 milliards de recettes brutes. Si on y enlève les certificats de taxes, on est à 815 milliards. C'est 2/3 des recettes fiscales. Cette année, nous avons un objectif de 911 milliards sur les recettes. Et le directeur général d'ajouter que le contexte est certes difficile, mais il appartiendra de faire en sorte que les défis soient relevés pour la bonne marche de notre économie. Nous parlons toujours économie. À compter du 16 juin prochain, les taux d'intérêt directeurs de la BCEAO vont baisser de 25 points de base. C'est le comité de politique monétaire qui donne l'information et c'est à l'issue de sa deuxième session ordinaire qui s'est tenue ce matin au siège de la Banque centrale. Le compte-rendu est signé Aram Daoua. Deux situations préoccupent en ce moment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les crises sociopolitiques au Mali et en Guinée-Bissau. Un peu plus à l'externe, les tensions qui persistent sur certains marchés de la dette souveraine. Des décisions ont donc été prises pour pallier les facteurs de risque qui pèsent sur l'économie de l'Union. Le comité de politique monétaire a décidé de baisser les taux d'intérêt directeurs de la BCEAO de 25 points de base. Le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal de la BCEAO sont ainsi fixés respectivement à 3% et à 4% avec date d'effet le 16 juin 2012. En complément des mesures prises en matière de taux d'intérêt, le comité de politique monétaire souligne la nécessité pour les États membres de poursuivre les efforts d'assainissement des finances publiques et de mise en œuvre des réformes structurelles afin de consolider les bases de la relance de la croissance économique au sein de l'UMOA. Dans ce contexte de crise, l'UMOA a également revu les estimations sur le taux de croissance de son PIB. Initialement prévu à 6,4%, il est désormais attendu à 5,3%. Les données préliminaires disponibles font apparaître un impact important de ces événements sur la situation économique, en particulier au Mali où le taux de croissance pourrait être négatif. Au plan international maintenant, le regain d'optimisme perceptible quant à l'apaisement des tensions sur les marchés financiers et à une reprise économique durable laisse de nouveau place à des craintes quant aux perspectives de l'économie mondiale. Le marché monétaire n'est pas cette fois-ci concerné par les changements. Le coefficient de risque obligatoire qui est appliqué aux banques est toujours maintenu à 5%. Tournée du ministre de l'Agriculture dans le nord du pays. Acte 2, nous nous rendons à Nyanga, dont sur place, beaucoup d'argent a été dépensé sans grand rendement. À Fanaï, le ministre de l'Agriculture, face aux acteurs, s'est penché sur la question de la gestion des terres emblavées. Voyons tout cela avec notre reporter Adam John. C'est une technique ingénieuse que ces agriculteurs ont choisie. Une manière certes empirique de lutter contre les oiseaux granivores, mais tout aussi efficace. Il s'est agi surtout de maîtriser les ficelles de la culture risicole. Ici à Nyanga, dans le département de Podor, près de 7 milliards de francs CFA ont été investis dans l'agriculture. Mais seulement voilà, on est toujours loin des résultats escomptés. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un investissement aussi important de 7 milliards de francs CFA ait été fait et que des installations puissent être laissées comme ça, sans utilisation. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est les coûts des aménagements. Et les coûts des aménagements sont extrêmement élevés, malgré la qualité. C'est vrai que la qualité coûte cher, mais il y a moyen peut-être de réfléchir sur un moyen de baisser les coûts des aménagements, et notamment le coût de l'électricité. Ces vastes terres du village de Fanaï ont souvent fait l'objet de convoitises de la part de promoteurs privés.
La gestion tripartite entre le conseil rural, les agriculteurs et les privés ne s'est pas toujours bien passée. Ici, à Fanadieri, à la station de l'Isra, la gestion de cette cohabitation a été mise au goût du jour. L'autorité reste convaincue qu'il va falloir revoir le système. Si nous voulons effectivement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire régler les questions de sécurité alimentaire, atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut forcément augmenter les quantités de terres emblavées. Je ne peux pas comprendre que chaque année l'État subventionne des semences et que, en contrepartie, les producteurs s'empressent à aller revendre leur production à des opérateurs qui reviennent après revendre ça à l'État qui le retrocède sous forme de subvention aux paysans. À la suite de ce périple, Benoît Sambou a surtout pris des résolutions, notamment l'ouverture prochaine de l'agropole d'Mpal, entre autres, afin d'éviter le pourrissement des légumes et fruits produits dans la vallée du fleuve. Après un communiqué du CNRA, le quotidien Walf Grand Place a publié dans son édition des samedis 9 et dimanche 10 juin 2012 un article dans lequel il fait mention de la volonté du CNRA de s'opposer à toute immixtion de Macky Sall dans le temps d'antenne de Benno Bokk Yakaar pendant l'émission dite Journal de la campagne. À ce titre, l'Assemblée du CNRA tient à démentir de tels propos et apporte les précisions suivantes. Conformément aux dispositions du Code électoral, la prise de parole dans l'émission dite Journal de la campagne est exclusivement réservée aux candidats investis sur les listes. Toutefois, la diffusion de l'image du président de la République ou de toute autre personnalité assistant aux manifestations organisées dans le cadre de cette campagne ne peut être interdite pendant le journal de la campagne signé pour l'Assemblée du CNRA. Nous avons un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Abou Abel Thiam, porte-parole du président de la République. M. Thiam, bonsoir. Bonsoir. M. Thiam, ce matin encore, les libéraux s'étaient rendus à Diamniadio pour récupérer leur véhicule stationné dans un hangar sur place, mais en vain. Que se passe-t-il exactement? Je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser qu'on ne saurait pour le moment dire que ce sont leurs véhicules. Parce qu'à partir du moment où il sera établi que ces véhicules leur appartiennent, tout naturellement, l'administration leur rendra ce qui aura été établi comme étant leur bien. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons constaté qu'effectivement, un groupe d'individus, se réclamant du Parti démocratique sénégalais, a cru être en devoir d'aller provoquer les forces de l'ordre au prétexte de récupérer ce qu'ils appellent leurs biens, à savoir des véhicules. Vous supposez que ces gens-là n'appartiennent pas au PDS? Ben, ils se disent, c'est des gens du PDS. Je dis des gens se réclamant du Parti démocratique sénégalais sont allés commettre de tels forfaits, ce que j'appelle des forfaits. Surtout que ces agissements sont intervenus quelques jours après les menaces proférées par l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, qui, tout juriste, tout avocat et ancien président qu'il est, s'est mis en marge de la loi en menaçant l'État, en menaçant de saboter les élections législatives, de bloquer les élections législatives avec ses troupes, ce qui est inacceptable dans un État de droit. L'État, je le rappelle, est injusticiable, comme vous et moi. Les juristes vous diront que l'État est une personne morale certes, mais personne donc justiciable. Et d'ailleurs, le degré d'État de droit se mesure à l'aptitude de cet État à s'appliquer les règles de droit. Alors si un individu, un citoyen, pense que l'État a enfreint ses droits, il y a des recours qui lui sont ouverts, à savoir saisir la justice pour être rétabli dans son droit. Alors entendre des citoyens dire que si on ne leur remet pas leurs biens, ils vont s'attaquer à ce qui est aujourd'hui le rendez-vous de la nation, du peuple sénégalais, qui doit renouveler ses mandats à l'Assemblée nationale, est tout simplement inacceptable. Maintenant, quel est le contexte? Il se trouve que depuis quelques semaines, les forces de sécurité du pays ont été instruites pour procéder à des investigations, à des enquêtes, pour ramener des véhicules de l'État qui étaient, passez-moi l'expression, dans la nature. Ces véhicules qui sont au nombre de plus de 600
été perdu de vue par l'administration. Et les investigations ont permis d'en récupérer un très grand nombre, un peu plus de 500. Et au cours de ces mêmes investigations, l'on a retrouvé dans un hangar des véhicules parqués à Diamniadio. Parmi ces véhicules, il y en a qui ont été identifiés comme des véhicules qui faisaient partie de l'escorte présidentielle. À partir de ce moment, l'enquête a été poussée pour déterminer l'appartenance de ces véhicules, la licéité de leur acquisition et la régularité de leur situation vis-à-vis de l'administration, notamment fiscale, douanière, policière et à titre d'immatriculation au niveau des services compétents. Voilà que pendant que ces enquêtes sont en cours par une administration qui a fini de prouver son impartialité, un groupe d'individus donc a cru devoir y aller pour faire de la provocation. Pour les partisans d'Abdoulaye Wade, il s'agit là d'une confiscation et ils accusent directement Macky Sall, qui se trouve être le président de la République du Sénégal, et Mme Aminata Tall, qui est secrétaire générale de la présidence de la République. Oui, c'est des accusations fallacieuses et nous sommes habitués à de telles attaques de mauvais aloi. Je ne vois pas en quoi un pouvoir qui vient d'arriver et qui a défait un parti et son candidat lorsqu'ils étaient au pouvoir, qui les a défaits avec les moyens de l'État qu'ils utilisaient, je ne vois pas quelle serait aujourd'hui l'utilité de leur prendre quelques véhicules par-ci par-là. Quel serait l'intérêt? Quel serait aujourd'hui le retour d'investissement d'un acte pareil s'il avait été motivé simplement pour empêcher ou bien pour retarder leur campagne électorale? On les a laissés faire leur campagne électorale pendant que nous étions dans l'opposition, avec tous les moyens dont ils disposaient. Cela ne nous a pas empêchés de les défaire. Donc je ne vois pas aujourd'hui qu'ils sont dans les cordes et qu'ils ont perdu et qu'ils sont dans le désarroi, je ne vois pas quelle serait l'utilité pour le pouvoir actuel de leur prendre leurs biens. D'autres membres de l'entourage de Wade aussi parlent d'acharnement. Je voudrais préciser une chose. Ces enquêtes sont en cours. Aucune pression, d'où qu'elle vienne, ne saurait perturber la sérénité de l'État. Maintenant, ce sont des citoyens qui ont leurs droits et libertés qui sont garantis par le pouvoir de Macky Sall. Et si, au terme de l'enquête, on détermine la licéité et la régularité de ces véhicules seront restitués à leurs ayants droit. Mais pour les autres, s'il s'avère qu'il y a quelque chose de louche dedans, les enquêtes continueront et se poursuivront. Et je voudrais préciser à l'intention de ces individus que les élections législatives ne sont pas les élections de Macky Sall, encore moins celles d'Abdoulaye Wade ou d'un quelconque compartiment de la nation. Ce sont les élections de la nation sénégalaise dans sa souveraineté et il ne saurait être admis qu'un quelconque individu puisse tenter de les perturber. Et vous pensez que l'ancien président de la République ne peut pas perturber ces élections? Mais naturellement, il ne peut pas. Il n'en a ni les moyens politiques, ni les moyens physiques ou humains. Aujourd'hui, tout ce qu'il devrait faire, l'exemple devant venir de lui, qui est avocat, juriste, ancien président de la République, c'est d'investir les voies de recours que l'État met à sa disposition pour rentrer dans ses droits s'il estime que ses droits ont été enfreints. Toute autre attitude, je précise bien, sera sanctionnable et sanctionnée. Abou Abel Thiam, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président de la République, Macky Sall. Merci. Célébration de la journée mondiale de lutte contre les pires formes de travail des enfants ce 12 juin. Pour cette 10e édition, le thème choisi est droits de l'homme et justice sociale. L'État du Sénégal a opté pour une nouvelle politique. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Fonction publique et du Travail. Demain, 12 juin, à l'instar de la communauté internationale, notre pays va célébrer la journée mondiale contre le travail des enfants. Le thème de cette édition intitulée, je cite, « Droits de l'homme et justice sociale, éliminons le travail des enfants », fin de citation, vient rappeler à notre souvenir la corrélation existant entre la justice sociale et les droits fondamentaux au travail. Au Sénégal, d'après l'enquête de base sur les pires formes de travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime, artisanale et du travail domestique de 2007, près d'un cinquième des enfants âgés de 5 à 17 ans
sont économiquement actifs, alors que les 3/4 de ces derniers sont astreints aux travaux dangereux. En vérité, quelles que puissent être les actions menées par l'État du Sénégal et ses partenaires, la lutte contre le travail devrait être posée au niveau communautaire, même si l'environnement économique difficile a fait s'effriter nos valeurs d'entraide et de solidarité. D'autant plus qu'il est établi que la maltraitance, l'échec scolaire, le divorce, le chômage ou le décès d'un des parents notamment, constituent des facteurs de rupture familiale susceptibles de pousser les enfants au travail. Toujours à propos de cette journée de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal compte s'impliquer. La CNES et ses partenaires exhortent les parents à assurer aux enfants une bonne éducation. Nous écoutons Mansour Kama, il est le président de la CNES. Je voudrais d'abord remercier tous ces partenaires qui sont au sein du comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants, de la coopération espagnole, du ministère de la fonction publique, naturellement du BIT et des partenaires de tous bords du secteur privé pour avoir choisi la CNES cette année pour accompagner le plaidoyer contre le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants. Ceci, effectivement, pour nous, est un moment important puisque la responsabilité du secteur privé se décline aussi à travers un certain nombre d'activités dans lesquelles, malheureusement, on retrouve encore le travail des enfants. C'est notamment dans le secteur informel, mais le fait que nos amis du secteur informel, membres de la CNES, soient aussi actifs dans ce combat qui est mené à travers le monde, montre qu'il y a une prise de conscience, mais nous voudrions aussi profiter de la journée pour sensibiliser les autorités sénégalaises ainsi que toute la communauté sénégalaise et les mobiliser pour que nous réussissions ce combat contre le travail des enfants. Vous savez qu'il est important de protéger les enfants, il est important aussi de les sécuriser, mais il est surtout important, et c'est la responsabilité de tout le monde, de leur assurer une éducation. Mansour Kama et Mansour Sy étaient interrogés par Tchorodian. Nous parlons toujours de cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Ce matin déjà, le Bureau international du travail a fait face à la presse. C'était pour attirer l'attention des journalistes sur l'ampleur du phénomène. Le BIT en a profité pour livrer le programme de demain. Ndaïda. Ces enfants sont obligés de travailler pour assurer leur survie ou celle d'un tiers alors qu'ils devraient être à l'école. On en compte plus de 210 millions dans le monde, près d'1,5 million au Sénégal selon des estimations de 2005. Et pourtant, le pays a ratifié une convention de l'OIT relative à l'âge minimum d'accès à l'emploi. Mais le phénomène a la peau dure à cause de certains facteurs socioculturels et de la pauvreté. En tant que parent, vous confiez votre enfant à un tiers pour qu'il enseigne la religion à votre fils et que vous n'essayez pas de faire le suivi. Si le marabout il n'a pas de ressources à sa disponibilité, de ressources qui sont mises en place par l'État pour prendre en charge vraiment la subsistance, le vécu quotidien de cet enfant-là, c'est à ce niveau que le problème se pose. La mendicité est pointée du doigt, mais les enfants s'activent dans d'autres secteurs comme le transport, l'agriculture et l'abattage des animaux. Le Sénégal a d'ailleurs dressé une liste de travaux jugés dangereux et entend mener la sensibilisation. Le premier lieu de travail des enfants, ce sont les familles, les parents. Donc il faut une large sensibilisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, pour que quand même chaque partie prenante puisse jouer sa partition. Demain, le monde entier va célébrer cette journée de lutte contre le travail des enfants. Si le phénomène est en net recul en Occident, en Afrique subsaharienne par contre, il reste du chemin à faire pour atteindre l'objectif de 2016. Il s'agit de l'élimination complète des pires formes de travail des enfants.
L'actualité internationale reste dominée par la mort ce dimanche du ministre kényan de la Sécurité qui est décédé à la suite d'un accident d'hélicoptère. Pour l'heure, les causes du drame ne sont pas connues, mais l'enquête suit son cours. George Soteti était candidat à la prochaine présidentielle au Kenya. Au Kenya, George Setoti était candidat à la prochaine élection présidentielle de mars 2013. Le ministre kényan de l'Intérieur est mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère, peu de temps après avoir quitté Nairobi. Nous avons vu l'appareil tanguer et tenter un atterrissage. Je pensais que c'était un simple problème mécanique, mais tout de suite après, il y a eu une grosse explosion. Accompagné de son adjoint et de ses gardes du corps, George Setoti allait dans l'ouest du pays pour assister à un événement officiel. Aucune précision sur la nature de cet accident. La thèse du mauvais temps ou d'un ennui mécanique semble privilégiée par les enquêteurs. Celle de l'attentat est exclue pour l'instant. Ministre de la Sécurité intérieure, George Setoti était aussi le personnage clé de la lutte contre les islamistes somaliens, responsable de plusieurs attentats au Kenya ces derniers mois. Personne ne connaît les causes de l'accident. Personne ne sait, et c'est pourquoi les experts sont en train de mener leurs investigations. Personnalité incontournable de la vie politique du Kenya de ces 15 dernières années, George Setoti était âgé de 66 ans. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Kenya suite à sa mort. Retour chez nous, le ministre de la Communication était cet après-midi dans nos locaux. Il s'est imprégné des conditions de travail des agents de la RTS. Il a aussi visité nos studios radio et télé avant de constater l'urgence de financer l'audiovisuel public. Amsatou Seynias. Studio, bande montage, régie, télévision et radio, les locaux de la RTS n'ont plus de secret pour le ministre de la Communication. La tutelle en visite a tenu à faire l'état des lieux du service public de l'audiovisuel. J'ai vu des installations qui sont très modernes. J'ai été impressionné par la qualité des installations et aussi les explications des professionnels. Vraiment, je vois que la RTS est une maison qui a une vision, qui a aussi un matériel qui peut vraiment s'accommoder aux nouvelles technologies. La maison est bien outillée, oui, mais le financement pose problème. L'État s'engage à y remédier car après tout, la RTS est la chaîne du peuple. Je ferai tout, en tout cas en ce qui me concerne et dans la limite de mes prérogatives, je ferai tout pour apporter une solution à ce problème. Parce que la RTS est un médium au service du public, c'est un médium pour informer les Sénégalais, c'est un médium pour aussi rendre visible la politique du chef de l'État et du gouvernement. Donc ce médium mérite un appui. Dernière étape de cette visite, l'émetteur, comme pour montrer la présence de la chaîne nationale partout dans le Sénégal. Et en ce début de campagne pour les législatives, la RTS a sorti les gros moyens pour assurer une bonne couverture médiatique. Fin de la 4e édition des Entrepreneuriales, une initiative de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'événement vise chaque année à mieux rapprocher les étudiants du milieu de l'entreprise. Mortal Diop. Les entrepreneuriales de l'UGB ou encore le forum d'échange et d'insertion est devenu un rendez-vous incontournable dans l'agenda scientifique de cette université. Piloté par la direction de l'insertion et des relations avec les entreprises, l'événement constitue un pont entre le monde du travail et les étudiants. Cet événement s'inscrit pleinement dans les missions prioritaires de l'UGB. Plus précisément, l'engagement scientifique de dispenser des formations pluridisciplinaires à finalité professionnelle, mais aussi l'action d'accompagner les étudiants vers la vie professionnelle. Comme à l'accoutumée cette année également, plusieurs entreprises ont fait le déplacement. Là, nous participons au forum de l'insertion. Là, déjà, on a beaucoup de notre personnel à Saint-Louis Finance qui vient de l'Université Gaston Berger. Aujourd'hui, nous participons au forum, pas avec les mains vides, mais on vient avec 2 postes ouverts d'informaticiens. On est actuellement en recrutement et on essaie d'échanger et de rencontrer des étudiants.
Depuis quelques années, nous venons régulièrement à cette rencontre où nous rencontrons les étudiants, nous discutons avec eux et nous faisons des exposés aussi pour leur parler de la vie de l'entreprise. Les étudiants de l'université ont salué cette initiative qui leur donne l'occasion de rencontrer de potentiels employeurs. Nous louons vraiment l'organisation de ces manifestations et nous espérons que ces genres de manifestations vont perdurer dans le temps parce qu'il y a la crise de l'emploi. Les étudiants aussi ont d'énormes difficultés. Cette journée, c'est une bonne initiative de la part des dirigeants de l'université. C'est une manière d'apporter une pierre à l'édifice, de faire connaître aux étudiants le monde de l'entreprise et éventuellement déposer leur CV pour une éventuelle insertion. À côté des échanges entre étudiants et entreprises, il y avait aussi un atelier. Le sujet a porté sur l'intelligence économique territoriale. Les régions de Louga, Saint-Louis et Matam ont pris part à la rencontre. Nous restons dans nos régions. Pour la modernisation de Ndande, l'association Djoko Defar Ndande s'engage. Elle vient d'achever la construction d'une maternité de dernière génération. La cérémonie d'inauguration est marquée par la présence de plusieurs fils de la localité. Salut Ndiaye. Cette maternité construite et équipée a coûté environ 62 millions francs CFA. Fruit d'un partenariat entre l'association Djoko Defar Ndande et le projet d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, ce joyau flambant neuf va contribuer à une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile dans la communauté rurale. Tous les ressortissants de la communauté rurale de Ndande, particulièrement les femmes, ne remercieront jamais assez M. Pape Birama Thiam, coordinateur du PSD et son staff. Non seulement pour le financement, mais encore pour la disponibilité, l'encadrement technique et les conseils. Nous sommes persuadés qu'il continuera à nous accompagner pour que la communauté rurale puisse relever le plafond médical et permettre ainsi à Ndande de devenir un centre de santé secondaire avec un médecin à la tête. Madame le ministre d'État Aminata Tall m'a demandé de vous confirmer sa disponibilité et son engagement à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs si nobles pour doter cette localité, pleine d'histoire, composée d'hommes et de femmes soucieux de l'avenir de leur terroir, d'infrastructures et équipements sociaux de base. Mesdames et messieurs, il y a quelques mois, exactement le 2 avril 2011, nous posions à ce même endroit la première pierre de cet ouvrage avec l'objectif d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle, néonatale et infantile. L'infrastructure est composée d'une maternité de nouvelle génération, d'un logement équipé pour la sage-femme et d'un abri accompagnant. Toute initiative qui contribue à augmenter l'utilisation des services est donc salutaire. Voilà pourquoi il faut saluer cette réalisation, fruit d'une collaboration entre les filles et les fils de Ndande, sous l'impulsion de Feu Abdoulaye Fall, arraché à notre affection et pour qui nous prions. Le rôle primordial de l'accouchement assisté par du personnel qualifié dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est largement démontré. Sachez qu'il est une chose que d'acquérir un bien, mais il est une autre chose que de savoir le maintenir. C'est pourquoi je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour entretenir cet outil pour les générations futures. Les populations de Ndande autour de l'association Djoko Defar Ndande ont fait une mobilisation exceptionnelle autour de ce projet. La JDN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage de construire avec le PAISD un lycée moderne pour le village et ses environs. Le budget d'un montant de 207 millions est déjà bouclé. Salut Gaï. Sur ce plateau, Ibrahim Mboup, bonsoir. Bonsoir, Thierno Ahmed aussi. Lundi Sport, on démarre ce lundi avec le match du Sénégal qui s'est joué samedi à Kampala. C'était contre l'Ouganda, score 1 but partout. Voilà, 1 but partout entre le Sénégal et l'Ouganda. Le match s'est joué au Nelson Mandela Stadium de Namboulé à Kampala. Et là, on voit le but du Sénégal avec ce superbe travail de Dame Doye qui permet à Papis Demba Cissé d'ouvrir la
marque à la 36e minute. Et du coup, Papis Demba Cissé inscrit son 11e but avec les Lions en 22 sélections suite à un service parfait de l'attaquant de Copenhague, Damdoy. 1-0 pour les Lions. Et puis en seconde période, le fait de match, le penalty controversé des Ougandais, un penalty sifflé par l'arbitre international algérien Mohamed Benouza. Vive protestation de Lamine Sané. Le latéral droit des Lions ne comprend pas cette décision arbitrale. Les Sénégalais ont véritablement été déçus par l'arbitrage durant cette partie. Et c'est au grand bonheur quand même du public ougandais qui avait fait le déplacement au Nelson Mandela Stadium de Namboulé, à l'image Abdoulaye Ba, le capitaine Papi Cissé et Idrissa Gana Gueye qui continuent de protester devant l'arbitre international algérien Mohamed Benouza qui a fait pratiquement basculer cette partie avec ce penalty sifflé à la 85e minute contre les Lions du Sénégal. Revoir le ralenti, la faute n'est pas aussi évidente que cela. En tout cas, c'est une action litigieuse. Malgré tout, le penalty a été accordé à l'équipe angolaise. Les Angolais qui, en fin de partie, vont transformer ce penalty grâce à Waluzumbi Godfrey, ce qui permet à l'équipe ougandaise d'égaliser. Score final, 1 but partout. Voilà le contre-pied parfait. Ousmane Mané ne pouvait absolument rien faire sur ce penalty de Waluzumbi Godfrey. Ibrahima, ce qui nous amène à voir la situation dans cette poule du Sénégal. Exactement, avec ce nul décroché à Kampala, combiné au nul du Libéria à domicile face à l'équipe angolaise. Le Sénégal est en tête de cette poule J avec 4 points, suivi de l'Ouganda. L'Angola occupe la 3e place et le Libéria ferme la marche dans le groupe J. Au football toujours, mais nous changeons de continent. Euro 2012, il y avait cet après-midi un certain France-Angleterre. Un match assez plaisant, Thierno Ahmedoussi, entre les Bleus de l'équipe de France et les Three Lions d'Angleterre. C'est le premier choc dans le groupe D basé dans la ville ukrainienne de Donetsk. À l'arrivée, les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout. Tout de suite, retour sur les temps forts de la partie. Après 30 minutes de jeu et un coup de sifflet de l'arbitre, les Anglais en tenue blanche de gala ouvrent le score sur un franc coup de tête du défenseur Lescott, buteur au front légèrement dégarni. Les Anglais sont en joie, mais dès la 35e minute, ils sont en joue. Les Bleus visent l'égalisation, il s'en faut d'un rien que Diarra égalise, sauf que le gardien de but anglais repousse l'assaut pris d'un réflexe de grande envergure. 4 minutes plus tard, l'heure des Bleus a sonné. Au terme d'une action rondement menée, tout en simplicité et en déviation, Nasri envoie le ballon dans les filets anglais. Tout à son bonheur, il demande à quelqu'un de se taire, mais à qui s'adresse-t-il? Aux journalistes français qui l'ont parfois critiqué, ou alors au banc de touche anglais qu'il veut chambrer, on ne saurait dire. À la mi-temps, 1 partout, un ange passe, un supporter à moustache fait la sieste. La deuxième période, c'est un peu stupeur et ronflement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un bon tir de Benzema, mais sans conséquence. Une reprise de Cabaye détournée et de peu à côté. Une dernière tentative de Benzema, mais il n'y aura point de sauvetage de dernière minute. On les a mis en difficulté, on a égalisé, donc c'est une bonne chose. En deuxième mi-temps, on aurait pu marquer un second but, même si les occasions ont été rares. Mais globalement, je pense que le nul est mérité pour les deux équipes. Les Français et les Anglais se sont quittés bons amis sur un match nul, ce qui ne fait le bonheur de personne, mais ça préserve les chances de tout le monde. À présent, le sport roi cède la place au tennis. Dans ce journal, ce soir, nous parlons de la finale de Roland Garros. Et de 7 pour Rafael Nadal. L'Espagnol a battu ce lundi le record du Suédois Borg. Rafa Nadal a pris le dessus sur Novak Djokovic au terme d'une belle finale. Après son exploit du jour, Rafael Nadal entre tout simplement dans la légende et dans l'histoire de ce tournoi du Grand Chelem qu'est Roland Garros. Il n'y a désormais personne au-dessus de Nadal. 7 Roland Garros, un nouveau record quelque part écrit d'avance. Même Novak Djokovic, numéro 1 mondial, invaincu depuis 27 matchs en tournoi du Grand Chelem, a dû se faire une raison. À Paris, tout sourit à l'Espagnol. Nadal n'aura perdu qu'un seul set durant le tournoi dans cette finale, justement, qu'il a conclu aujourd'hui en moins d'1 heure à la force de son coup droit dévastateur.
Merci beaucoup à tout le public. Pour moi, c'est incroyable. Et à l'an prochain. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Gagné, Rafael Nadal en a pris la bonne habitude dès son plus jeune âge. Ses premières balles, il les tape chez lui, sous le soleil des Baléares. Façonné pour devenir le plus grand par son oncle, Tony, un ancien tennisman plutôt du genre bourreau de travail. Les séances de musculation ont fait de Nadal un athlète hors norme, élevé dans la haine de la défaite. Il a un mental de rock et dès le début de sa carrière, je pense que son oncle lui a dit « Tu sais, t'es peut-être pas le meilleur techniquement, mais tu vas être le meilleur mentalement. » Le meilleur est peut-être le plus maniaque. Ses bouteilles toujours bien alignées. Son obsession à ne pas marcher sur les lignes entre deux jeux. Et puis ce rituel avant chaque point. Toujours les mêmes gestes. Mais c'est surtout ce geste-là qui restera. Nadal n'a que 26 ans. Si la terre lui appartient, l'avenir aussi. Alors, du tennis, nous passons à la pétanque. Il paraît que c'est votre sport favori. Eh bien, la 13e journée du championnat national de pétanque s'est jouée dimanche au boulodrome de la boule amicale de Anne Belair. Une journée qualificative au championnat du monde. Ils vont se dérouler à Marseille, en France, en octobre 2012. Plus de précisions avec Moussa Mané. Cette 13e journée a vu la participation de 100 boulistes venus de toutes les régions du pays. Doublette à la mêlée. Des matchs âprement disputés par les boulistes. En finale, c'est la doublette composée de Idimou Makhala de Djepol Pétanque et Babacar Dien de la Renaissance Pétanque de Saint-Louis qui l'emporte aux dépens de Célia Dien du club bouliste de Sali et Babacar Sarr de la boule amicale de Anne Belair sur le score de 13-9. À l'issue de cette journée, Babacar Dien conforte ainsi sa place de leader au classement général. Il est suivi par le perdant du jour, Célia Dien du club bouliste de Sali. La 14e journée aura lieu dimanche prochain et c'est le boulodrome de Mermoz qui va accueillir les boulistes dans un concours en doublette choisi. Une journée qui sera organisée par le club Roulta Boule de Dakar sous l'égide de la Fédération sénégalaise de sport boule avec la participation de boulistes mauritaniens. J'ai du Bouchon, 10h30 précise. Avant-dernière note de cette page sportive du pentathlon moderne. Et la saison officielle a été ouverte ce week-end à la baie de Ngor, une compétition dotée de la coupe du chef d'état-major des forces armées. Mangone Samb des sapeurs-pompiers et Aminata Ndoye de Yoff sont sortis vainqueurs à l'issue de la compétition. Les détails avec Tandara Ndiaye. Les clubs civils de la Fédération sénégalaise de pentathlon moderne, les paramilitaires, mais aussi les militaires ont pris part à cette première de la saison 2012. Les pentathlètes sénégalais, vice-champions d'Afrique 2011 en Égypte, pensent déjà aux mondiaux 2012 de biathlé à Buenos Aires en Argentine. Voici la première course, le 1000 mètres des petites catégories garçons et filles. Et du côté des masters, une course très disputée entre les acteurs et surtout au niveau de la piste nautique. Ça n'a pas été facile pour les favoris. À l'arrivée, Djibril Samb de l'Olympique de Ngor est victorieux, suivi de Kodissar du même club et Baye Saourou de la Renaissance sportive de Yoff. Chez les fillettes, c'est la Yoffoise Ndeye Tabaradiagne qui gagne. Du côté des masters, le vainqueur est Moussa Niang de l'équipe de Terroubi et du côté des dames, chez les masters, la Wakamoise Aminte Diouf s'est illustrée comme d'habitude. La deuxième course, le 1500 mètres, n'a pas été facile pour les super favoris et surtout Mamadou Diop Ndoye de la Renaissance sportive de Yoff, talonné par Mahabadian, son dauphin. Et du côté des filles, c'est la Wakamoise Antanyaï, suivie de la grande favorite Fatou Bintou Diagne de la Renaissance de Yoff et Fatou Gueye de l'US Waka. On passe à la course des As pour le 3000 mètres, le coude à coude des champions d'Afrique. Ibrahima Samb, il est de l'armée de l'air, Papa Saliou Ndoye de l'ASFA, mais c'est le sapeur-pompier Mangone Samb qui gagne et en dame, Mam Amindoy de la Renaissance sportive de Yoff qui remporte la palme. Nous venons d'assister à une compétition magnifique, aussi bien du point de vue organisation que des compétitions. On a vu des athlètes très déterminés qui ont rivalisé d'ardeur tout en préservant l'esprit de fair play.
en choisissant le chef d'état-major des armées comme votre parrain, vous ne faites que solidifier le concept armée-nation. Il y avait du beau monde. La fédération n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine compétition dans 2 semaines à la baie de Thiaroye Azur, ce sera le trophée CTH de Tahir Anne Thiaroye. Ibrahim Mboup, pour terminer, résultat à chaud et quelques annonces. Un résultat qui vient de tomber, c'est par rapport à l'Euro 2012 avec ce match Ukraine-Suède, un match remporté par l'Ukraine, 2-1. Les 2 buts ukrainiens sont signés Andriy Shevchenko, le but suédois est signé Zlatan Ibrahimovic. Après ce résultat, Tiernon, une annonce pour terminer. Le club Esprit du Sport organise une conférence dans le cadre de ses activités au titre de l'année 2012, une conférence autour du thème « Quelle perspective pour la politique sportive du Sénégal ?» La conférence aura lieu samedi 16 juin à partir de 9h au Terroubi sous la présidence effective de Malick Gakou, ministre des Sports. Tiernon, c'était tout pour ce soir. Ibrahim Mboup, merci pour ce lundi sport et passez une bonne soirée. Merci à vous également. Excellente fin de soirée. À noter le démarrage après le journal de la campagne, d'une nouvelle émission qui va accompagner les législatives. La campagne des législatives donc, face au peuple, un débat quotidien qui reçoit les engagés sur les listes de cette campagne. Un débat animé par Omar Nying. Juste après ce journal, recevez Maïmouna Ndir pour le journal de la campagne aux environs de 23h. Maman Moussagna vous sert les dernières informations. Merci de votre fidélité. À demain soir. Êtes-vous sûr que votre intérieur est bien protégé contre les virus et bactéries? Réponse le 12 juin. allo sama doom. waaw yaay yónnee naa la xaalis bi ah. jërëjëf sama doom. waa gaawal jëli ko yaay. agence yi léegi ñu tëj de. waaw maa ngi dem léegi nii. tëj na soxna si tëj na. am na lu gën a yomb ci Money Express. bés ni ki tey Money Express indil na leen carte bancaire Jim Money Express ngir gën leen a yombal seen yóbbante xaalis. carte bi di nga jot ci lu gaaw si bépp yóbbante xaalis bu jaar ci Money Express nga mën ko jël bés bu ne saa su ne ci gàpp yu ñu mandargal Jim Yomowa. di nga mën a yaxanal sa xaalis te it def say dépense ci magasin yi ak station essence yi te it képp ku yónnee xaalis dinañ ko may lu toll ci 10% ci bépp njëg bu ñu yónnee ci carte yi. teg si di nga jot SMS bu lay xibaar ci lépp lu jëm ci yónnee bi ngir bépp leeral wooteel ci 33 869 12 13. Money Express, l'Afrique a son transfert d'argent. man waa ji woote yàlla juróom benn parakiti mënu maa raxasab oto ba mu set mu damay jonj ba tas oto yi daal mënu noo fexe ba set balak te c'est grave.